tous, je suis Valérie, je suis naturopathe. Je vous accompagne pour un mieux-être que vous souffrez d'inflammation chronique, de douleurs chroniques, de maladies auto-immunes, enfin bref, peu importe, je suis là pour vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est malheureusement courant, mais qui est très mal compris, c'est le reflux acide. Pourquoi on a des remontées acides comme ça? Et bien derrière ça, il faut déjà comprendre les causes en fait de l'acidité gastrique tout simplement. Et puis je vais bien entendu parler sur le plan holistique, qu'est-ce qu'on peut faire de façon naturelle pour mieux gérer ce symptôme qui est voilà, très désagréable. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de liker le pouce en haut, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait, de commenter aussi. Ça aide à faire grandir la chaîne. Et vous avez mes coordonnées toujours dans le descriptif de la vidéo pour me contacter pour faire une consultation en visio, WhatsApp ou sur Toulouse de naturopathie. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors déjà, le reflux acide peut être causé par une multitude de facteurs. On va donc parler des principales causes d'une faible acidité de l'estomac. Donc la cause numéro 1 déjà, c'est les médicaments, notamment l'utilisation prolongée d'inhibateurs de la pompe à protons, les fameux IPP. Les antihistaminiques, les antiacides, qui peuvent aussi réduire la production d'acide gastrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'utilisation prolongée de ces médicaments va entraîner une diminution continue de la production d'acide gastrique, ce qui peut être bénéfique pour traiter les ulcères ou le reflux gastro-œsophagien. Mais voilà, ça peut aussi poser des problèmes. Donc le risque qu'on a, c'est que quand il y a une production réduite d'acide gastrique, ça peut affecter la digestion des aliments, ça peut affecter aussi l'absorption de certains nutriments comme la B12, le calcium, le magnésium. Et puis voilà, potentiellement aussi augmenter les risques d'infection gastro-intestinale. Pourquoi? Parce que l'acide gastrique, ça joue un rôle protecteur en tuant les pathogènes ingérés. Et là, du coup, c'est un processus qui se fait moins bien. Et donc, il faut faire attention parce que ces médicaments, bien qu'ils sont très efficaces pour réduire l'acidité gastrique et traiter des affections telles que l'excès d'acide, attention à l'utilisation prolongée par contre, parce que ça peut générer d'autres problèmes et là il faut vraiment être sous supervision médicale. Deuxième cause du reflux acide, c'est l'hypothyroïdie. Parce que la thyroïde, elle produit des hormones thyroïdiennes qu'on connaît bien, la T4, la T3, qui régulent le métabolisme. Et ces hormones influencent la vitesse à laquelle les cellules du corps convertissent les nutriments en énergie. Et quand on est dans le cas de l'hypothyroïdie, ce métabolisme, il est lent. C'est-à-dire que la diminution des hormones thyroïdiennes ralentit le métabolisme global, y compris les processus digestifs. Et donc, ça peut potentiellement entraîner du coup une digestion plus lente et une vidange gastrique retardée. Donc, le problème de l'hypothyroïdie, on va avoir aussi un problème au niveau de la mobilité gastro-intestinale, parce que justement, le fait qu'il y ait moins cette mobilité, qui soit réduite, ça ralentit, comme je l'ai dit, le transit des aliments dans l'estomac et dans l'intestin, et ça va conduire à une sensation de lourdeur, de ballonnement, de constipation. Et deuxième problème qu'on a de l'hypothyroïdie, c'est tout simplement au niveau de la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac qui est partiellement régulée par les hormones thyroïdiennes. Et là, la fonction thyroïdienne basse peut réduire la sécrétion d'acide gastrique et ça va entraîner une digestion incomplète des aliments, surtout des protéines d'ailleurs, et puis une réduction de certains nutriments comme le fer et le calcium. Autre symptôme, c'est que justement, comme il y a une réduction de l'acidité qui peut potentiellement causer ces symptômes de reflux acide, parce qu'on a une faible acidité, ça peut provoquer une fermentation des aliments non digérés, ce qui va produire des gaz et une pression accrue dans l'estomac. Donc on a, comme je vous l'ai dit aussi, le fait que quand on a l'hypothyroïdie, ça peut entraîner aussi une faiblesse musculaire générale, y compris dans les muscles de l'intestin et de l'estomac. Et puis il y a aussi l'altération au niveau de la production d'enzymes digestives.
ce qui va compliquer la digestion des aliments. Donc, on voit bien que le problème de l'hypothyroïdie peut générer pas mal de petits soucis au niveau digestif. Et puis après, il va avoir aussi le problème lié à tout ce qui est alimentation malsaine, c'est-à-dire que c'est une cause aussi du problème de reflux acide. Pourquoi ? Parce que quand on est dans une alimentation pauvre en nutriments essentiels, et ben forcément, ça peut avoir des effets négatifs sur la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac et donc, à son tour, nuire à la digestion et à la santé globale. Pourquoi ? Je vais vous expliquer en 4 points. C'est-à-dire qu'on va avoir une alimentation pauvre en nutriments déjà, on va potentiellement manquer de zinc, alors que le zinc est un minéral crucial pour la production d'acide chlorhydrique et qu'il est nécessaire au fonctionnement des enzymes aussi dans tout ce qui est sécrétion d'acide dans l'estomac. Et puis le faible taux d'acide chlorhydrique peut entraîner une digestion incomplète des protéines avec un problème d'absorption des nutriments et un risque accru d'infection intestinale. Et puis le fait d'avoir une alimentation malsaine aussi peut faire qu'on va avoir moins de vitamine B. Alors que les vitamines B, notamment la thiamine dont je parle souvent et la B6, sont essentielles au bon fonctionnement du système digestif et elles aident à la production d'acide chlorhydrique et au maintien de la santé des muqueuses gastriques. Donc on va avoir aussi potentiellement avec une alimentation déséquilibrée un impact aussi en termes de production d'acide. Pourquoi ? Parce que quand on a une alimentation pauvre en protéines, ça peut également réduire la production d'acide chlorhydrique parce que les protéines alimentaires, elles stimulent la libération de la gastrine, qui est une hormone qui encourage la sécrétion d'acide chlorhydrique. Donc, veillez, c'est important, à avoir un apport suffisant en protéines pour justement éviter d'avoir une réduction de cette acidité gastrique et justement permettre une digestion efficace des aliments et l'absorption des acides aminés essentiels. Et puis, autre problème de l'alimentation déséquilibrée malsaine, c'est bien entendu le manque de magnésium, qui joue un rôle clé dans la régulation de nombreuses enzymes dans le corps, y compris celles de la production d'acide chlorhydrique. Et pareil, quand on va manquer de magnésium, forcément une digestion moins efficace avec une absorption altérée des nutriments. Et en dernier lieu, le problème de l'alimentation déséquilibrée, on va manquer d'antioxydants, bien entendu, comme la vitamine C, on va manquer d'acides gras essentiels qui sont importants pour la santé des cellules de la muqueuse gastrique et qui sécrètent l'acide chlorhydrique. Donc voilà, une déficience de tous ces nutriments, bien entendu, peut compromettre l'intégralité des cellules gastriques et avoir un risque accru de troubles digestifs. Et puis, autre cause de ce problème de reflux acide, ça va être bien entendu, donc là on a vu tout ce qui est habitudes alimentaires, mais on a aussi le fait de tout simplement manger de trop grandes quantités de nourriture ou de consommer des repas trop riches en graisse. Ça aussi, ça peut aggraver le reflux acide, donc faites attention là-dessus aussi. Autre cause, ça va être aussi tout ce qui est troubles métaboliques, en particulier la résistance à l'insuline dont je parle souvent, parce que ça peut avoir un impact significatif sur la baisse de l'acidité gastrique. Pourquoi ? Parce que dès qu'on a une résistance à l'insuline, forcément, tout ce qui dit résistance à l'insuline, ça survient, comme je l'ai dit, lorsque les cellules de l'organisme deviennent moins sensibles à l'action de l'insuline. Je rappelle que l'insuline, c'est une hormone clé pour la régulation de la glycémie et cela conduit à ce que j'appelle une hyperinsulinémie, donc un excès d'insuline dans le sang, dans le corps, qui fait que le corps essaie de compenser la résistance en produisant plus d'insuline. Donc ça va avoir un impact sur l'acidité gastrique, bien entendu, qui est essentielle pour la digestion des aliments et pour nous protéger des infections. Et d'ailleurs, des études suggèrent que la résistance à l'insuline peut affecter négativement la production d'acide gastrique.
parce que les personnes qui sont atteintes de résistance à l'insuline, elles ont souvent une fonction gastro-intestinale altérée, y compris une baisse de la sécrétion d'acide gastrique. Donc, c'est pour ça qu'aussi, je pense que maintenant, on comprend bien aussi le lien entre obésité et diabète de type 2, parce que voilà, ce problème de résistance à l'insuline est étroitement lié à l'obésité, au diabète de type 2, et c'est des conditions qui sont aussi associées à la diminution de la production d'acide gastrique. Donc tout ça parce que ça crée une inflammation systémique et voilà, une altération au niveau de ces troubles. Et puis autre conséquence, bien entendu, de la baisse de l'acidité gastrique, ça va être, donc je l'ai mentionné déjà indirectement, tout ce qui est mauvaise digestion, ça on l'a vu, bien entendu. Ça va être, on va avoir du mal à digérer les protéines, une mauvaise absorption des nutriments, tels que la B12, le fer, le calcium, le magnésium. Et puis, tout ce qui est l'acidité gastrique, c'est très important pour réguler, éviter tout ce qui est prolifération bactérienne, tout simplement, parce que le fait qu'il y ait une acidité gastrique insuffisante, ça permet la prolifération des bactéries dans l'estomac et dans l'intestin grêle, ce qui peut conduire à un SIBO. Donc voilà, tout ce qui est infection comme ce SIBO-là, donc faut vraiment veiller à avoir un niveau adéquat d'acidité gastrique. Et puis bien entendu, forcément, quand on a le problème d'acidité gastrique, il y a ce problème de reflux gastro-œsophagien qui survient. Donc j'ai beaucoup déjà parlé un petit peu, donc vous avez bien compris que cet acide chlorhydrique est hyper important. Il est naturellement présent dans l'estomac, pardon. Mais du coup, on va se poser la question, puisqu'on a vu qu'il joue un rôle crucial dans la digestion des aliments, mais on va vraiment se demander quelle est son utilité et pourquoi il est aussi important. Alors, si vous l'avez pas bien compris, c'est hyper important, bien entendu, pour tout ce qui est dégradation des protéines, parce qu'il active les enzymes digestives qui décomposent les protéines en acides aminés utilisables. Donc ça, c'est le premier gros bénéfice. Le deuxième, c'est bien entendu la prévention des infections, parce que l'acidité élevée tue les bactéries et les autres pathogènes potentiels. Troisième bénéfice de cet acide chlorhydrique, c'est l'absorption des nutriments, bien entendu, j'en parle souvent, pour éviter les carences en vitamines et minéraux. Et en dernier lieu, éviter le SIBO, parce qu'à niveau adéquat d'acidité, ça empêche la prolifération bactérienne dans l'intestin grêle et ça évite le SIBO. Donc, maintenant qu'on a compris que, pourquoi, à quoi ça servait, les causes, etc., on va se demander, comment je mesure le pH naturel de mon estomac? Comment je me situe en termes d'acidité? Parce que c'est vrai que ça peut être compliqué de pouvoir le mesurer. Je vais vous dire que déjà, il faut savoir que le pH naturel de l'estomac, il est extrêmement acide. Il est généralement autour de 1 à 2. Et c'est une acidité qui est essentielle pour la dégradation des aliments et la protection contre les infections. Donc, je vais vous donner une astuce tout simple qui est naturelle pour mesurer son taux d'acidité gastrique. C'est une méthode que vous allez pouvoir utiliser chez vous, à la maison, et c'est un test au bicarbonate de soude. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mélanger une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau froide, et vous allez le boire à jeun. Ça, c'est super important de le boire à jeun. Puis, vous allez chronométrer combien de temps il vous faut pour rôter. Voilà. Pas grave, vous êtes entre vos quatre murs, il n'y a pas de souci pour le faire. Donc, si ça vous prend plus de 3 à 5 minutes, c'est que il est fort probable, c'est certainement possible que vous ayez une faible acidité gastrique. Et si au contraire vous rôtez rapidement, c'est que c'est le contraire. C'est dans le cas où vous avez une forte acidité gastrique, tout simplement. Donc, une fois que vous avez identifié déjà où est-ce que vous vous situez en termes d'acidité gastrique,
Maintenant, en fait, nous allons parler de toute la partie, puisque je fais de la nitrothérapie, l'alimentation conseillée, en fait, comment gérer, en fait, ce reflux acide. Donc déjà, ça va être vraiment d'éviter tous les aliments déclencheurs. Il va falloir que vous soyez à l'écoute de votre corps, que vous puissiez voir en fait quel type d'aliments peuvent relaxer le sphincter œsophagien inférieur, qui permet justement à l'acide de remonter dans l'œsophage. Donc tous les aliments qui sont potentiellement déclencheurs, ça je vous fais la liste en même temps que je parle dans cette vidéo-là. Donc ça inclut l'alcool, les aliments gras, le chocolat, les boissons caféinées, les boissons gazeuses, les aliments épicés, les agrumes, les tomates, les oignons, l'ail, la menthe et les aliments riches en sucre. Donc vous allez vous écouter, faire le test, une semaine peut-être tel aliment, ou quelques jours tel aliment, et voir en fait tout simplement comment vous réagissez. Et puis une fois que vous allez voir les aliments incriminés, bien entendu vous les évitez tout simplement. Alors deuxième astuce que je vais vous donner, c'est bien entendu favoriser les aliments anti-inflammatoires. Ça va être tout simplement d'intégrer des aliments comme le gingembre, qui possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent apaiser le tractus digestif. Et puis vous faire, là c'est vrai qu'il fait très très chaud, mais le thé, la camomille, c'est pas mal aussi. Et puis vous pouvez incorporer aussi des aliments riches en probiotiques comme le yaourt, le kéfir, dont j'ai parlé dernièrement lors d'une de mes récentes vidéos. Les aliments fermentés aussi, qui peuvent aider à rééquilibrer la flore intestinale et améliorer la digestion. Troisième astuce holistique, ça va être bien entendu adopter une alimentation végétarienne ou à faible teneur en graisse. Parce qu'en fait, les aliments riches en viande rouge, les aliments riches, tout ce qui est viande transformée, tout ce qui est graisse saturée, sont associés à un risque accru de reflux acide. Donc, on va les limiter au maximum et privilégier, en tout cas, le temps d'aller mieux, une alimentation végétarienne ou, en tout cas, pauvre en graisse, pour réduire, en fait, le risque. Quatrième astuce, c'est bien entendu, j'en ai parlé indirectement plus haut, c'est prendre des petits repas fréquents. C'est-à-dire que vous allez consommer des petits repas tout au long de la journée plutôt que des gros repas, pour éviter la distension de l'estomac et réduire la pression en fait sur l'estomac. Donc et puis pareil, évitez de manger aussi avant de vous coucher. Ça n'aide pas aussi. Cinquième astuce, ça va être bien entendu de boire. En plus là, il fait très très chaud en période de canicule. Donc veillez à boire suffisamment d'eau pour aider la digestion et réduire les symptômes de reflux aussi. Par contre, c'est important d'éviter les boissons gazeuses, parce que ça peut augmenter la pression intra-abdominale. Donc restez plutôt à l'eau minérale plate. Et en dernier lieu, nous allons finir cette vidéo sur des remèdes naturels. Je vais vous recommander 4 principaux. Ça va être d'une part la bêta-NaCl, qui est la bétaïne hydrochloride pendant les repas, qui peut aider à augmenter la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac pour faciliter la digestion. Mais attention, et je répète vraiment attention, je vais mettre un gros warning dans la vidéo, ne le faites jamais seul. Il faut toujours le faire sous supervision médicale pour éviter tout risque d'ulcère. Donc, si vous le faites, bien entendu, c'est que vous en avez parlé à votre médecin traitant et que vous êtes sous sa supervision. Ok ? Donc, je suis naturopathe et pas médecin, donc je vous le recommande fortement. Deuxième remède naturel, qui est là-dessus, vous pouvez y aller peut-être plus en autonomie, ça va être les plantes. Vous pouvez jouer sur l'homme rouge, sur la racine de guimauve, sur la réglisse DGL. Ça peut protéger et apaiser la mucose œsophagienne pour réduire l'irritation qui est causée par l'acide. Et puis, vous avez aussi en troisième astuce l'aloe vera. Boire du jus d'aloe vera, ça peut aider à guérir le tractus œsophagien et à réduire vos symptômes de reflux. Et en dernier lieu, si vous l'avez pas compris, bien entendu, c'est
comme je dis toujours, chouchouter votre microbiote intestinal. Consommez des probiotiques sous forme de compléments ou d'aliments fermentés comme le kéfir. Voilà, ça peut aider à restaurer votre flore intestinale et à améliorer la digestion. Donc, vous l'aurez bien compris, en fait, il faut vraiment avoir une approche holistique pour gérer au mieux tout ce qui est reflux acide par l'alimentation et par, en fait, tous ces petits remèdes naturels dont je viens de vous parler pour votre santé digestive et réduire vos symptômes. Alors, vous l'aurez compris, pour gérer ce problème de remontée acide, il va falloir mettre en place des changements alimentaires. Et puis, en fait, vous avez aussi toutes ces petites astuces que je vous ai données sur la vidéo. N'hésitez pas à commenter, bien entendu, vos résultats. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous allez mieux. C'est le but de mes vidéos. Et vous avez mon contact pour me consulter, pour aller plus loin dans votre approche holistique et vous sentir mieux, améliorer vos symptômes. Voilà, je vous dis comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.